Chers amis du Nautique, bonjour, merci de nous retrouver sur le JT du Nautique pour notre édition du samedi 11 décembre. Notre invitée aujourd'hui, Anne Kéméré. Bonjour Anne. Bonjour Pierre. Alors Anne Kéméré, on vous connaît beaucoup pour vos aventures en aviron à travers l'Atlantique et également en kitesurf, et là vous préparez une nouvelle aventure. Oui, je pars en février 2011, donc c'est-à-dire dans quelques mois, de Lima à destination de Tahiti avec un petit prototype de 6 mètres de long tracté par une aile de kite. Vous pensez mettre combien de temps? Ça c'est toujours pareil, on sait quand on part, on sait jamais quand on arrive, ça dépend du vent. Je dirais que sur une météo estimée avec des vents de 15 à 20 nœuds, sur une route alizée sud, un peu moins de 60 jours. Alors expliquez-moi parce que je ne comprends pas très bien. Pour moi, le kite, c'est une planche de surf sur laquelle on met une aile qui vole dans le ciel et on est tracté. Mais on ne peut pas traverser le Pacifique comme ça. Alors là, justement, on a conçu pour ne pas avoir le problème de la planche, puisque la planche ne permettrait aucune autonomie, puisqu'il faudrait avoir un bateau d'assistance pour se nourrir, se reposer. Donc, avec un architecte qui s'appelle Marc Ginisti, qui avait construit mes précédents bateaux, on a conçu un petit prototype de 6 mètres de long, qui, moi, me permet d'être en autonomie complète, à savoir que donc il est équipé de panneaux solaires, d'un désalinisateur, qui me permet donc d'avoir ma propre eau à bord, et qui me permet donc de n'avoir aucune assistance. Le principe du kite, en fait, le kite en anglais ça veut dire cerf-volant. Là ça n'est pas réellement un cerf-volant monophile, c'est une aile de traction, donc avec 4 lignes, qui est pilotable, qui permet donc de tirer des bords, qui permet de remonter à peu près à 45-50 degrés du vent. Donc ça donne des allures qu'on ne pourrait pas avoir avec un cerf-volant monophile. Et ça permet donc de tracer en tout cas des routes qu'on ne pourrait pas non plus réaliser si on était avec un cerf-volant monophile. Alors Anne, le Nautique de Paris, c'est du kitesurf, c'est de l'habitable, du quillard, mais c'est aussi du canoë. Olivia Masson du magazine Bateau nous propose un sujet sur la piscine du Nautique. On la retrouve tout de suite. Coucou Pierre, me voilà sur la piscine du Nautique, comme quoi chez Voile News, on n'a pas peur de l'eau, on y va, on essaye tout. Alors voilà, je suis sur le kayak Sévilor, parce que le kayak se développe énormément au Nautique. Il y a beaucoup de stands de kayak et Sévilor a une particularité, c'est qu'il propose des kayaks gonflables. Et ça, c'est très très pratique pour emmener dans un bateau de croisière à la place d'une annexe. Oups, je me mouille, alors je vais parler avec le responsable de Sévilor qui va nous en dire plus sur sa gamme de kayaks gonflables. Bonjour Édouard Delalande, alors expliquez-nous un petit peu. Le secteur du kayak gonflable, c'est en plein développement, j'ai l'impression. Sévilor en propose toute une gamme. Racontez-moi un petit peu tout ça. Oui, effectivement, donc c'est un secteur qui est en plein développement et Sévilor a résolu le problème de l'encombrement et du transport des kayaks, puisque vous avez vu, donc tous ces kayaks sont gonflables et une fois rangés, ils tiennent dans un sac qui est grand comme ça. Donc on peut le mettre dans un coffre d'un voilier de croisière à la place d'une annexe, par exemple. Exactement, au mouillage, vous pouvez sortir votre kayak et aller vous balader entre les rochers dans les criques. Qu'est-ce qu'il y a comme autre... Donc là, on est sur le Colorado. C'est un kayak quoi, 2 places ? Alors oui, c'est un kayak 2 places qui existe aussi en 1 place. Et Sévilor propose une gamme très large de kayaks pour tous les plans d'eau. Rivière, mer, lac, en fonction de l'utilité. Ça commence à quelle taille ? Les premiers font 3 mètres et ça va jusqu'à 5 mètres pour un kayak de mer. Et ça coûte combien ? Le plus petit coûte combien et le plus grand coûte combien ? Alors notre cible, c'est vraiment le grand public. Donc les prix vont de 200 € à 1000 €. Et donc combien de kayaks en tout dans la gamme ? On a une bonne quinzaine de kayaks. C'est fabriqué en France, Sévilor, ou pas ? Non, la marque est française, mais c'est fabriqué en Asie. Et alors dites-moi, il y a un essor, un gros engouement pour le kayak. Combien vous avez vendu de kayaks cette année, par exemple ? Alors, de plus en plus, on va dire. On en vend de plus en plus. D'accord, bon, en tout cas, n'oubliez pas votre gilet, parce que quand on fait du kayak, il faut mettre un gilet. Merci beaucoup, Edouard. Merci bien. Au revoir. Merci Olivia. Elle repart, non? Bon Pierre, j'ai pas fini mon petit tour. Donc je continue mon petit tour. J'espère que je ne vais pas dessaler. Attention, attention. Le kayak, c'est fastoche. La preuve, j'y arrive. Merci Olivia, on n'a pas vu la chute, ça doit être sûrement amusant. Anne, traverser le Pacifique en kitesurf, c'est une grande aventure, peut-être l'une des dernières grandes aventures. Ça se prépare en combien de temps? Ça se prépare en quelques années, je dirais. Moi, je suis partie en 2006 de New York pour rallier la Bretagne.
avec un kiteboat. On dit pas kitesurf du coup, puisque c'est pas une planche, c'est plutôt un petit bateau. Donc je dirais que de cette première aventure en 2006 est né un projet en 2008 qui a ensuite abouti à ce projet-là qui va vivre en 2011. Donc c'est à chaque fois, surtout dans un terrain qui pour l'instant est encore très chaotique et en tout cas pas complètement dégrossi, qui est la traction, les ailes de traction. C'est vraiment un cheminement très lent. Et chaque fois, l'expérience nous permet d'améliorer, en tout cas de transformer, d'essayer de bidouiller, parce que c'est beaucoup de bidouilles. Il n'y a rien qui existe, qui soit formaté encore sur le marché. Et donc peut-être d'optimiser un petit peu les performances qu'on a pu faire précédemment. Alors à nouveau, vous allez vivre une grande aventure. D'autres personnes partent avec des bateaux de luxe vivre d'autres aventures avec climatisation à bord, tout ça. Donc ce matin, nous avons enregistré un sujet sur le Feeling 48 de la société Allura Marine. On le retrouve tout de suite. Voilà, et bien maintenant nous nous trouvons sur le stand d'Allura Marine pour vous présenter le nouveau Feeling 48. Pour nous en parler, Jacques Martin, le sales manager d'Allura Marine. Bonjour Jacques. Bonjour Pierre. Alors après avoir renouvelé le 55, enfin renouvelé ce sont même de nouveaux bateaux, le 55 et le 52 dans la gamme Feeling, vous nous présentez maintenant sur le Nautique de Paris le 48. Exactement, comme vous venez de le dire, le 48 dans la lignée du 55 et du 52. Le 48 est un budget déjà plus abordable de par sa longueur, de par sa machinerie, puisque le 48 possède un seul moteur, ce qui permet d'avoir un prix plus abordable pour nos clients. Mais on a conservé cet esprit de bateau tourné vers l'extérieur, vers la clarté du bateau, même à l'intérieur, et cette chambre à air que tout le monde nous envie avec sa fenêtre sur la mer. Alors il est évident que nous sommes très contents et que ce salon confirme que nous avons raison et que ce bateau devrait être un grand succès. On est assez heureux en fait pour ça. Alors c'est un design quand même extérieur qui sort un petit peu des sentiers battus. Il n'y a pas un petit mélange de multicoque et de catamaran sur ce bateau ? Oui, certains disent que c'est un 50. Non, en fait, effectivement, il y a un mélange. On a pris le meilleur du cockpit du catamaran qui permet, lors de blocage au port ou d'hivernage ou de pluie, de pouvoir quand même rester dans le cockpit, dans ce grand cockpit extérieur, avec une possibilité de gérer avec des rideaux et de s'enfermer complètement. Et c'est une énorme pièce à vivre qu'on ne trouve pas sur les monocoques normaux. Alors c'est vrai que ça nous vient du catamaran, bien sûr. Et qu'on voit que certains de nos concurrents aujourd'hui se posent la question, puisqu'effectivement, cet espace extérieur est extrêmement important. Et on a mis l'accent là-dessus sur le 55, sur le 52 et bien sûr sur le 48. Alors l'une des caractéristiques des Feeling, ce sont aussi des dériveurs intégraux. 99%, on fait les bateaux quillards bien sûr, mais 99% de nos bateaux sont des dériveurs intégraux pour toutes les raisons que vous devez connaître. Il n'y a pas que la Bretagne. Aujourd'hui, on exporte des bateaux à l'île Maurice ou il y a des tas d'endroits dans le monde où il y a vraiment des problèmes d'eau. Alors Jacques, vous avez, je crois aussi, une avancée technologique vraiment très intéressante sur ce bateau, c'est le multiplexage. Vous pouvez nous en parler ? Eh bien oui, alors le multiplexage est très intéressant dans le sens où l'absence de câblage, bien évidemment, en termes de poids et tout, mais surtout de corrosion. Et lorsque vous pouvez maîtriser une lampe très rapidement d'un interrupteur à 3 mètres sans fil, c'est magique. Et donc évidemment, on a sauté sur cette nouvelle technologie et on en est très très ravis, bien sûr. Merci Jacques Martin. Bien, retour sur le plateau de Voile News. Merci Jacques. Enfin, c'est vraiment un très très beau bateau à visiter absolument sur le Nautique de Paris. Anne Kéméré, votre bateau, vous avez fait construire ce bateau spécialement pour cette nouvelle aventure. Alors, il fait quelle longueur, quelle largeur, quelles sont ses caractéristiques? Comment vous allez vivre à bord? Il est un petit peu différent de celui qu'on vient de voir. 6 mètres de long, sur 1,90 m de large. Donc il se découpe lui en je dirais 3 postes. Le poste avant où je stocke les ailes, le cockpit extérieur et puis la cabine qui fait à peu près 2-3 mètres cubes, donc un petit peu moins spacieuse que le voilier qu'on vient de voir. Pas de climatisation, pas de multiplexage, pas de choses comme ça. Cela dit, il me permet quand même de vivre en totale autonomie pendant environ 2 mois, un petit peu plus de 2 mois, puisque j'ai des panneaux solaires qui me permettent donc d'alimenter par le biais d'une batterie tout l'équipement à bord, enfin qui est assez réduit aussi, mais quand même le désalinisateur, l'ordinateur embarqué, le téléphone Iridium, le GPS. Et puis j'ai également donc la pièce maîtresse qui est ce dessal qui me permet de faire ma propre eau, puisque je suis quand même entourée de pas mal d'eau,
pendant cette traversée. Et le dessal, qui est un dessal individuel, me permet en l'espace d'à peu près 1 heure, en pompant environ 60 litres d'eau, d'avoir 4 litres d'eau potable. Donc on a quand même cette possibilité de ne pas embarquer de l'eau, ce qui n'était pas le cas par exemple lorsque Dabauville avait traversé, je crois en 80. Les dessals n'existaient pas encore, ou en tout cas n'étaient pas commercialisés encore. Et donc il avait dû emmener 300 litres d'eau, avec le risque que ça comporte de tous les problèmes qu'on peut trouver d'intox ensuite, parce que des bactéries peuvent se glisser là-dedans. Et puis du poids. 300 litres d'eau à traîner quand on est à l'aviron par exemple, ça fait quand même un sacré poids. Donc on utilise comme ça, dans ce mélange de navigation minimaliste, de la haute technologie, qui, au fur et à mesure de nos aventures, en général s'améliore, s'allège très souvent aussi, et puis se simplifie au final, parce que ce qui est simple finit par être quand même ce qui est le plus efficace. Expliquez-nous comment vous allez faire donc à l'aviron pour vos précédentes tentatives sur l'Atlantique. Bon, vous souhaitez déjeuner, hop, on pose les avirons, on mange, pour dormir pareil. Mais avec un kite, quand l'aile est dans le ciel en train de voler, on fait comment? Alors c'est vrai que c'est plus compliqué parce que l'aile ne peut être pilotée, ou en tout cas ne peut voler que si on la tient par le biais d'une barre. À partir du moment où on lâche l'aile, en général elle tombe, ce qui fait que le bateau n'avance plus. Donc il faut quand même essayer de s'arrêter le moins possible, ou en tout cas essayer de bien rationaliser chaque escale ou chaque moment de pause, et de tout combiner pendant ces moments de pause, à savoir le moment où on va manger, dormir, éventuellement faire ses soins aussi, parce que il faut savoir que pendant 2 mois et demi, moi je ne tiens pas debout, je suis assise en permanence, donc il y a toujours ces risques d'escarre, ou en tout cas de problèmes de peau. Donc il faut vraiment toujours rentabiliser le temps et pouvoir tout faire en un même moment quand on s'arrête. Parce qu'une aile qu'il faut affaler, ça représente à peu près 45 minutes avant de l'avoir affalée, de la ramasser, de la sécuriser. Donc 45 minutes, on réfléchit à 2 fois avant de se dire bon bah tiens, je vais me faire un petit casse-croûte. Donc, mais en même temps, c'est vrai qu'on peut pas non plus aller trop loin dans l'effort, parce que moi je me souviens très bien sur l'Atlantique Nord, dans des conditions idéales, de rester 10 à 12 heures à la barre. Et là, on va vraiment juste au-delà du seuil toléré par le corps, et on ne récupère jamais vraiment. Et donc on se fatigue très vite, et c'est vrai que du coup les jours suivants, c'est pas simplement une journée, on sait que quelquefois qu'on a encore 5, 6, 7 semaines à vivre comme ça, et donc il faut vraiment absolument se raisonner et se dire non là il faut que je fasse une pause, il faut que je m'arrête pour repartir. Donc en général j'essaye de naviguer sur des sessions d'à peu près 8 heures, et au bout de 8 heures de faire une pause d'environ 2 heures, puis de repartir pour 8 heures, puis une pause de 2 heures, donc ce qui me fait à peu près 6 heures de pause sur 24 heures. Alors Anne, maintenant je vous propose de découvrir un nouveau bateau. Alors il est présent sur le Nautique de Paris uniquement en esquisse. Il est proposé par le chantier JPK, qui est bien connu pour ses bateaux qui ont de très très bons résultats en régate. C'est le Scott 35. Je me trouve sur le stand JPK Composite avec Jean-Pierre Kelbert. Alors là, il y a un bateau, vous avez gardé longtemps le secret, d'ailleurs ça nous a un peu énervé nous journalistes parce qu'on ne trouvait pas l'info. Le Scott 35, 35 pieds océaniques. Alors c'est un bateau qui a eu que des bonnes fées qui se sont penchées sur son berceau, je crois. Le projet à l'origine, en fait, c'est Corentin Douguet qui s'est penché dessus, et en fait il avait l'idée de faire un monotype hauturier à quille pendulaire. Il s'est rapproché en fait d'Axel de Beaufort et Guillaume Verdier pour faire les plans, parce qu'ils sont vraiment éminents, surtout Guillaume, dans tout ce qui est 60 pieds, à quille pendulaire. Donc l'idée, c'était effectivement sur le premier bateau de série, greffer une quille pendulaire, parce qu'on sait très bien que la marge de progression, dès lors qu'on met cet appendice-là en mobile, c'est de l'ordre de 25 à 30%. Donc si j'ai bien compris, ça va être une monotypie, hein? Ouais, l'idée à terme, c'est de faire une monotypie. On sait bien qu'au départ, il faut qu'il y ait suffisamment de bateaux pour que cette classe se crée. Donc l'idée initiale, c'est de lancer 5 bateaux. C'est-à-dire que pour l'instant, on a annoncé la naissance de ce projet. Et dès lors qu'on a 5 bateaux, effectivement, on lance les outillages et on lance la production de ce bateau. Donc pour la navigation hauturière en course, en solitaire, en double, le cockpit est pensé comment? Alors, le cockpit est pensé, on va dire, maximum pour 5 personnes, mais tout à fait adapté aussi à l'équipage vraiment plus que réduit, donc solitaire ou double. Mais voilà, c'est pas un bateau d'équipage complet à 6 ou 7, hein, c'est maximum, je dirais, 4 personnes. 4-5 personnes pour les courses inshore, mais tout ce qui est offshore, c'est plutôt pour du double.
Bon, alors toi qui es patron du chantier JPK, la construction, ce sera quoi? Du ultra high-tech carbone, composite, ce sera quoi? Non, bah justement, c'est de faire le mieux possible avec des matériaux simples. Donc c'est une bonne mise en œuvre, mais tout ça c'est en sandwich, Rex, vinyle ester, en infusion, avec juste effectivement des nappes d'udée aux endroits où il y a des efforts, et en suivant le plan de drapage et de structure en fait de Guillaume Verdier et d'Axel, qui sont assez pertinents là-dedans. Donc voilà, c'est effectivement de ne pas flamber les coûts complètement, rester dans une fourchette cohérente et jouer plus sur effectivement la parfaite maîtrise des matériaux qu'on connaît pour arriver à un devis de poids autour de 3 tonnes pour 1 tonne de lest. On fait un bateau très très puissant de par sa forme, de par sa qui pendule. Et en termes de performance, on estime être peut-être 10% un peu plus rapide que les classes 40 qui sont des bateaux beaucoup plus contraignants. Au niveau prix, vous avez déjà un ordre d'idée ou pas? Oui, au niveau de prix, on s'est fixé 250 000 € hors taxe en prix base, sachant qu'effectivement là-dedans, il y a le coût, bien sûr, du système de quai pendulaire, qui à lui seul représente une bonne part de budget, mais on estimait que ça valait le coup. Alors, donc le bateau a été présenté, le projet a été présenté vendredi dernier. Qu'est-ce que ça donne depuis l'annonce? Bon, il y a beaucoup de curiosité, hein, indéniablement. De toute façon, ça séduit les gens. Cette histoire de quai pendulaire, on entend parler. On sait très bien que ça a boosté tous les bateaux de 60 pieds. Donc pourquoi pas un bateau plus petit? Donc il y a beaucoup d'intérêt. Donc j'ai envoyé pas mal de mails avec les infos qu'on a pour l'instant. Donc maintenant, on laisse revenir un petit peu à nous pour savoir si dans les 6 mois qui viennent, on aura prévendu les 5 bateaux qu'on s'est fixé de vendre. Super, joli projet. Merci Jean-Pierre, à bientôt. Merci Olivia. Donc Olivia du magazine Bateau, bien sûr. Anne, l'Atlantique à la rame, le Pacifique en kite boat, je fais attention à ce que je dis, mais d'où vous vient ce goût de l'aventure? Bonne question. Non, je pense que ça vient de plein de choses. Ça vient d'un univers dans lequel j'ai toujours évolué, d'un père qui a toujours navigué, qui, je pense, rentrait à la maison avec pas mal de belles histoires à nous raconter. Et des choses qui ne paraissaient jamais impossibles à réaliser. Donc, et puis un soutien toujours très très présent, très très fort de ces gens qui font partie de ma famille et qui, même s'ils trouvent parfois mes projets un peu dingues, m'ont toujours soutenu. Donc je pense que c'est un bon socle pour démarrer. Alors tout à l'heure, vous nous parliez de vos ailes. Vous allez avoir plusieurs ailes avec des formes différentes sur votre embarcation? Alors oui, je vais avoir. C'est un peu la grande nouveauté justement par rapport à ma traversée de l'Atlantique en kite et de ma tentative de traversée du Pacifique il y a 2 ans. Ce genre d'aventure, ça entraîne beaucoup de rencontres, des rencontres de gens qui sont en général passionnés par ce qu'ils font. Et donc l'une des grandes rencontres, en tout cas pour 2011, ça a été celle d'Armand Thor. Armand qui se cache, que vous ne verrez pas sur les caméras parce qu'il est planqué, je le vois juste devant moi. Et Armand a été travaillait déjà sur les ailes depuis de nombreuses années et si je ne me trompe pas, un passionné du développement des ailes de kiteboat. Donc là, on sort un petit peu du registre de la planche et de l'aile simple. C'est vrai que dans ce domaine-là, alors il y a quelques évolutions qui sont faites, mais depuis quelque temps, on a quand même tendance à changer beaucoup la couleur, très légèrement le shape, mais finalement les riders sont tous en recherche soit de vitesse pure, soit effectivement de figures de freestyle. Alors que là, dans l'aile de traction, on est vraiment en train de chercher comment adapter du mieux possible et le plus simplement possible une aile qui a priori n'était pas adapté pour un bateau, mais qui va pouvoir culminer à 30-40 mètres de haut, donc aller taper des vents qu'on ne trouve pas en surface, avec un potentiel de traction qui est phénoménal. Et donc la difficulté jusqu'à présent, c'était que moi je devais envoyer mon aile comme un kitesurfer le fait, à savoir en laissant courir l'aile à 30 mètres devant l'embarcation. Pas toujours évident quand on se retrouve dans des conditions de mer un peu difficiles. Et donc Armand a réfléchi, lui, à l'envoi d'une aile depuis le kiteboat. Et c'est vrai que c'était là-dessus on planchait depuis 4 ans, sauf qu'il faut croire que nos neurones étaient un peu moins éveillés que les siens. Et on n'avait pas trouvé le moyen de coupler un espèce de monofile qui pourrait se transformer en 4 lignes pilotables.
Armand l'a fait et je pars avec une de ses ailes, que pour l'instant on va dire aile expérimentale. J'espère en retourner énormément, en tout cas d'avoir beaucoup de retours quand je rentrerai du Pacifique, parce que je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut évoluer. C'est bien beau de faire de très beaux dessins sur des ordinateurs, il y a des tas de gens qui le font aujourd'hui, sauf que quand on met un outil sur le terrain, dans des conditions réelles, je pense qu'on sait vraiment ce qu'il a dans le ventre. Et donc pour moi c'est super intéressant, et j'espère pour Armand aussi, en tout cas, de pouvoir voir ce que cette aile va nous donner sur le Pacifique. Alors Anne, il y a des personnes qui vivent des aventures, vous par exemple, il y a des personnes qui aiment parler de leur aventure aussi sur des blogs, c'est notamment le cas du blog Grand Large Café. Pierre, je suis au Grand Large Café avec Xavier Desmarais. Xavier, vous allez nous expliquer en fait en quoi ça consiste donc le Grand Large Café. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors Grand Large Café au départ c'est un blog, donc grandlargecafé.com sans accent, qui en fait retrace un peu les aventures de nos navigateurs, qu'ils soient sur des Garcia, des Allures ou des Outre-mer. Donc c'est des carnets de bord, des conseils pratiques, c'est voilà toutes les semaines, il y a des nouveautés et ça permet aux gens d'échanger un peu leurs expériences. D'accord, donc c'est réservé à ces 3 chantiers-là, c'est pas ouvert aux autres chantiers, non, si. Enfin, c'est réservé à ces 3 chantiers, mais par contre c'est ouvert à d'autres navigateurs. En tout cas, je pense que c'est une mine d'informations sur des conseils pratiques, la cuisine à bord, l'éducation des enfants, les bons petits trucs et astuces, quoi. Oui, d'accord, donc à la limite, si on a un OVNI ou un Hamel, on a le droit d'y aller. Hein. Tout à fait, bien sûr, voilà. C'est pas verrouillé. Non, c'est en accès pour tout le monde, hein, ça, on est bien d'accord. D'accord, simplement, ok. On y relate les aventures venant de gens qui de vos chantiers, bien entendu. On a bien compris. Je pense que ça peut intéresser quand même du monde. Bien sûr. Et en termes de service, en quoi ça consiste? Alors, on a un Grand Large Service. Donc, puisqu'en fait, l'idée, c'est de réunir sous une enseigne unique, enfin un nom unique, Grand Large Yachting, des marques qui sont très fortes. Allure, Outre-mer, Garcia. Donc, chacune garde sa personnalité. Mais on a vu qu'il y a des synergies entre ces marques. Quand des propriétaires se rencontrent, on voit qu'ils ont les mêmes préoccupations, les mêmes besoins, même si leurs bateaux sont assez différents techniquement. Donc l'idée, c'est d'avoir aussi des services qui sont partagés. Donc le premier, c'est Grand Large Café, mais aussi Grand Large Service, c'est un point d'entrée unique pour tous les propriétaires. Ils ont un problème de SAV, ils ont cassé un safran à l'autre bout du monde, ou voilà, ils veulent une pièce de rechange, ils s'adressent là. Ils veulent un convoyage, ils veulent une assistance, qu'ils viennent de racheter le bateau, ils veulent faire des petites modifs dessus, voilà. Et vous, concrètement par rapport aux pièces détachées, vous avez fait comment pour réunir parce que vous avez quand même 3 chantiers, c'est autant de modèles et c'est aussi des anciens modèles. Donc comment vous avez centralisé ça quelque part? Vous avez fait comment? Alors physiquement, c'est une personne qui pilote les 3. Mais les pièces sont bien sûr dans les chantiers. Mais l'intérêt, c'est d'avoir un point d'entrée. Vous avez une question, vous êtes un propriétaire d'un de nos bateaux, une question, vous avez une personne à appeler et cette personne n'est pas liée à la prod. Enfin, je veux dire, c'est pour des sujets assez larges et ça permet aussi de quelqu'un dont le job premier, c'est de vous écouter, d'essayer de voir comment on peut vous aider et de répondre à vos questions. C'est ça l'essentiel. Voilà, donc des professionnels à votre service. Exactement. Merci Xavier, à très bientôt. Merci à vous. Merci Emmanuel, donc c'est un sujet proposé par Emmanuel Vandet pour le magazine Bateau, bien sûr. Anne Kéméré, tout à l'heure, vous nous avez présenté donc votre nouveau bateau pour cette aventure. Vous pouvez nous parler un petit peu de la sécurité? Ouais, donc c'est vrai que la sécurité a toujours été, je dirais, le maître mot, puisque le but du jeu, c'est quand même d'arriver de l'autre côté, en bon état de préférence. Et donc, on avait misé au tout début, lorsqu'on a fait le premier prototype en 2006, l'âme du bateau était en bois. Red Cedar, donc c'était du strip planking, un bateau qui était relativement lourd, qui était aussi relativement plat de façon donc à pallier au maximum aux chavirages éventuels. Parce que moi j'avais chaviré à l'aviron plusieurs fois sur l'Atlantique Nord et c'est vrai que c'est une route qui parfois est traversée par de mauvaises dépressions ou par des tempêtes tropicales et qui peut être un petit peu rock'n'roll. Donc on avait vraiment avec un arceau qui permettait, donc pas très élégant mais en tout cas hyper efficace, qui permettait donc en cas de chavirage d'auto-redresser le navire, l'embarcation. Donc tout ça, ça avait été bien pensé, sauf qu'on s'est rendu compte justement avec l'expérience que le bateau pouvait se permettre un peu plus de légèreté. Donc c'est vrai que la nouvelle version, en tout cas la génération 2 du kiteboat qui vient de sortir des chantiers il y a quelques mois, fait 120 kg de moins que le précédent, puisque c'est du composite résine époxy. Et on a conservé l'arceau toujours, qui cette fois-ci est un petit peu plus discret, ou en tout cas un petit peu plus élégant que l'était le précédent, parce que là encore une fois, on s'est rendu compte qu'on avait peut-être mis 200% de sécurité quand on ne pouvait en mettre que 100
Donc tous ces petits points, en fait, c'est aussi l'expérience qui nous les a apportés. Mais c'est vrai que ça reste quand même le maître mot. Alors évidemment, quand on est à bord, surtout sur ce genre d'embarcation, moi je suis seule. Le but du jeu, c'est quand les conditions sont un petit peu difficiles, de toujours être amarré, ou en tout cas d'avoir un leash qui me tienne au bateau en permanence, une espèce de ligne de vie qui me permet de pouvoir remonter à bord, en tout cas, si jamais par mégarde sur une rafale, l'aile partait et je me retrouvais à l'eau. C'est vrai qu'on pense différemment quand on est deux. J'ai eu l'occasion de naviguer parfois en équipage. On compte quand même un petit peu sur les autres, peut-être parfois trop. Quand on est seul, au moins, on sait qu'on peut compter que sur soi-même. Donc tout ça, ça fait partie des gestes quotidiens en tout cas, où dès qu'on sort de la cabine, on sait on est potentiellement en danger. Et puis en plus de ça, donc moi je me suis équipée parce que l'un de mes partenaires techniques c'est Coten, et donc Coten me fournit à chacune de mes traversées une TPS qui m'a permis non seulement donc qui est là pour sécurité au cas où je me retrouverais en pleine mer, seule à attendre des secours, mais c'est aussi un bon moyen lorsque je me suis retrouvée sur les bancs de Terre-Neuve par exemple, où il fait relativement froid. C'était un bon moyen de se réchauffer lorsque j'étais à l'Aviron entre autres, ou quand je me trouvais donc sur ma traversée en 2006 en kite, où justement je ne bouge pas beaucoup, donc physiquement je ne me dépense pas énormément et on a vite très très froid. Donc c'est vrai que la sécurité peut paraître assez petite par rapport peut-être à l'ambition de la traversée. Cela dit, c'est quand même préparé très en avance et c'est quelque chose qui nous tient l'esprit en tout cas pendant toute la préparation, avec tous les matériaux qu'on peut utiliser et avec donc les différents. Je vois par exemple pour la sécurité également, au cas où toutes mes ailes, parce que j'en ai quand même plusieurs, viendraient à se déchirer ou n'auraient plus, ou j'arracherais la poulie de traction comme c'est arrivé en 2008, j'ai un cerf-volant monophile qui me permet quand même, dans le pire des cas, de pouvoir me diriger vers un endroit, vers un cargo, ou en tout cas vers une terre sur des vents portants. Anne Kéméré, un kiteboat, c'est un bateau qui est très très bas. Vous faites comment pour vous faire repérer avec tous les bateaux maintenant qui naviguent au large? Alors j'ai plusieurs moyens en fait. C'est vrai que moi je suis vraiment sur la peau de l'océan, puisque je touche vraiment de la main, je peux toucher l'eau. Et c'est vraiment comme un petit dériveur en fait. Et l'un des moyens donc qui est le plus fiable, je dirais, au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un Active Echo, qui est un transpondeur de radar. Donc c'est un appareil qui repère l'écho-radar d'un cargo et qui le lui renvoie, mais en l'amplifiant. Ce qui fait que normalement le cargo recevant ce genre d'écho sait qu'il y a quelqu'un sur site. Le seul danger qu'il peut y avoir, c'est que justement sur son radar, il ne va pas me repérer, puisqu'il n'aura eu que l'écho, mais mon bateau est trop petit pour être repéré. Et en tout cas, s'il me repère, il va avoir un engin qui n'avance pas à la vitesse de 20-25 nœuds, qui est la vitesse d'un cargo habituel. Donc, il peut venir sur site se demandant si je suis en avarie ou qu'est-ce que c'est que cet écho qu'il a reçu. Donc, c'est vrai que ça, c'est dangereux. Bon, en même temps, à la VHF, à peu près à une portée de 2000, on peut rentrer en contact avec les gens en passerelle. Mais il arrive parfois que, pour des raisons XY, il suffit que la mer soit un peu houleuse. C'est vrai que moi, je disparais complètement derrière une vague et on ne me voit pas. Donc il y a eu des situations un peu rocambolesques, enfin je le dis aujourd'hui parce que j'en ris, mais j'en riais pas à ce moment-là, où on a eu des discussions un peu aberrantes entre un commandant de bord qui ne me voyait pas et moi qui voyais un cargo qui était en train de faire route sur moi et qui était à peu près à 1 ou 2 milles de moi. Donc c'est pas toujours très agréable. Mais au moins, ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe avec cette active. Et puis, il y a aussi ces bandes radarisables aujourd'hui qu'on peut éventuellement installer donc sur les ailes, par exemple. Il faut savoir que les ailes, lorsqu'elles sont à 30 mètres de hauteur, elles sont déjà repérables, beaucoup plus que ne le sera une petite embarcation. Et si en plus elles sont radarisées, donc aujourd'hui c'est très simple de rajouter des bandes, c'est du poids, donc il faut toujours penser à équilibrer, mais ça peut être repéré aussi bien par exemple par un Falcon qui va survoler quand on arrive en bordure de côte, aussi bien donc par un cargo qui va me repérer donc à l'aide de son radar. Donc c'est encore une fois essayer d'utiliser la technologie qui aujourd'hui est accessible à tous pour essayer de se faire repérer ou en tout cas essayer de ne pas provoquer d'accidents inutiles.
Alors Anne, vous parliez d'une VHF, de VHF pour communiquer avec les autres bateaux. Ça tombe bien, je rebondis dessus. Donc Damien Biden du magazine Bateau nous présente une nouvelle VHF qui est proposée par la société Standard Horizon. Nous nous trouvons actuellement sur le stand de Standard Horizon où une nouveauté vient de sortir de l'eau. C'est la nouvelle VHF qui a une particularité, et ça c'est une première mondiale, c'est qu'elle dispose d'un bouton de détresse, en gros d'homme à la mer. Donc en appuyant sur ce bouton, ça va envoyer directement un message d'alerte aux autorités compétentes, en gros les CROSS, avec un numéro NMSI qui va donner toutes les informations liées alors normalement au bateau et à la détresse que ça peut susciter. C'est-à-dire le feu, l'homme à la mer, les choses comme ça. Alors c'est assez atypique de trouver ça sur une VHF portable, parce que normalement c'est une technologie qui n'est allouée qu'aux VHF fixes. Pour tout dire, la technologie existe, elle fonctionne, mais elle n'est pas encore autorisée par les autorités compétentes, en gros le ministère des Transports, je crois. Mais ça ne saurait tarder, parce que en fait, la technologie qui est utilisée sur cette VHF existe pour des balises d'hommes à la mer. Elle a été autorisée, donc on peut s'attendre quand même à ce qu'au printemps, l'utilisation du bouton détresse soit lui aussi permis. Donc voilà, donc une VHF de sécurité très nouvelle dans son concept. Merci Damien. Anne Kéméré, le kiteboat, c'est vraiment le dernier support pour vivre de grandes aventures, ou vous avez déjà d'autres idées derrière? Je pense qu'avant qu'il y ait un dernier support, on sera peut-être tous morts quand même. Des idées, tout le monde en a tous les jours. Développer des façons de naviguer, je pense qu'il y en aura d'autres. On a bien vu dans les années 70 la planche à voile, dans les années 80 l'aile de traction. Le kiteboat aujourd'hui, il en est vraiment à ses balbutiements. C'est vrai qu'il n'a pas pour ambition de révolutionner quoi que ce soit, mais je pense que c'est une autre manière en tout cas de naviguer, sachant que le vent, quand il y en a, et surtout quand on en a dans les hauteurs, quand on monte à 50, 60 mètres, ce qu'on fait peut-être pas avec un mât, on peut le faire avec des lignes en dynema aujourd'hui. Et donc on peut aller chercher des vents relativement stables, quasi omniprésents, toujours, dans des hauteurs qu'on ne peut pas ambitionner avec un mât et des voiles. Donc c'est une forme de navigation qui peut devenir, en tout cas, une forme de navigation très intéressante demain, après-demain. Alors vous êtes plusieurs maintenant à avoir traversé l'Atlantique à la rame. Maintenant on trouve des courses comme Rame Guyane par exemple, soit l'Atlantique Sud, soit l'Atlantique Nord. Est-ce qu'on peut imaginer par la suite des courses en kitesurf, des transatlantiques, en kiteboat? Moi j'attends que ça, si Armand, après avoir dessiné ses ailes, est d'accord pour partir derrière moi ou devant moi d'ailleurs. Je pense que pour l'instant, en tout cas, la mise en œuvre d'une aile de traction sur un prototype comme le mien reste encore extrêmement compliquée. Ça nécessite quand même beaucoup d'entraînement. Je ne veux pas dénigrer non plus l'aviron parce que je l'ai pratiqué, mais c'est quand même plus simple effectivement de se retrouver avec les mains sur des avirons à essayer de faire route en fonction des vents et des courants, là où ils nous emporteront, que de naviguer en tout cas avec une aile de kite. Donc tant que ça reste un petit peu le Moyen-Âge de l'aile de traction, il nous faudra encore quelques années pour qu'on puisse avoir l'idée d'un bateau de série, d'avoir des ailes qui soient plus faciles à manipuler et d'avoir aussi une phase de lancement justement et d'affalage de l'aile qui soit beaucoup moins complexe que ça ne l'est aujourd'hui. Mais il faut bien commencer quelque part et puis il faut bien continuer à avancer. Anne Kéméré, merci beaucoup et on suivra avec beaucoup d'attention votre aventure. Merci beaucoup.